Dans les années 80 à Vancouver, il y a eu une réelle épidémie de féminicide. Les victimes, quand elles étaient retrouvées mortes, étaient majoritairement des travailleuses du sexe. C'est inquiétant parce qu'à chaque jour ou presque, on retrouvait le corps de femmes innocentes, sans vie, sans jamais savoir qui est le coupable. Une fois, il y a un journaliste qui a demandé à un enquêteur senior de la police de Vancouver: allez-vous faire quelque chose? Parce que réellement, il n'y a rien qui bougeait, il n'y a rien qui était vraiment médiatisé. Et l'enquêteur spécialiste en homicide a répondu: je préfère résoudre un Aaron Kaplan plutôt qu'une douzaine de prostituées. Aaron Kaplan, c'était un enfant de 2 ans qui avait été kidnappé dans son propre lit à Vancouver, puis ensuite assassiné. We don't have a suspect. In fact, we don't have a crime. We have no evidence whatsoever of any crime being committed. Donc, ça montre bien la mentalité des enquêteurs de Vancouver de l'époque. Ils n'étaient pas intéressés à enquêter sur des meurtres de prostituées. Puis aussi, il faut savoir que c'est très difficile d'enquêter sur des meurtres en série. Tu sais, parce qu'il faut l'expliquer, oui, il y avait plusieurs suspects, mais il n'y avait jamais assez de preuves pour les arrêter. Puis aussi, pour le public, c'est moins intéressant, ça attire moins. Le public se dit, ben écoute, c'était des prostituées, ils l'ont cherché, c'est un travail à risque, tant pis. Donc je pense que et le public et les enquêteurs se disaient, pourquoi investir du temps dans ces causes perdues-là? Il faut le dire, les travailleuses du sexe commençaient réellement à avoir peur aussi de travailler. Elles donnaient quand même beaucoup d'informations à la police, donc une liste de noms de clients qui avaient été violents, des cas où elles avaient été attaquées. Elles donnaient même des numéros de plaques d'immatriculation, mais il n'y a rien qui bougeait. Et c'est extrêmement malheureux de constater ça, parce que si ça avait été pris au sérieux dès le départ, il y a des dizaines et des dizaines de vies qui auraient pu être sauvées. Allô Internet, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Robert Pickton. Ça fait vraiment longtemps que je veux faire une vidéo sur le sujet, mais honnêtement je me disais, hey, tout le monde connaît Robert Pickton, il y a sûrement plein de vidéos YouTube sur lui, plein de podcasts, plein de documentaires. Qu'est-ce que moi je vais amener de plus à ce sujet-là? Mais avec sa mort toute récente, ça m'a vraiment motivée à lire plus là-dessus. Et je me suis rendu compte en lisant sur le sujet, en faisant mes recherches, qu'il y a plein de trucs que j'ignorais. Donc j'imagine qu'en vous transmettant cette information, vous allez en apprendre également, du moins j'espère. Ça risque d'être une assez longue vidéo, là, je regarde mes notes, j'ai 20 pages de notes. Et dans des vidéos longues, je sais qu'il y en a qui préfèrent que ça soit comme en plusieurs parties. Moi, je trouve qu'on finit par, tu sais, c'est comme sur TikTok, là, tu sais, partie 2, c'est tough de retrouver la partie 2. Je préfère faire ça en une vidéo. Anyway, je divise toujours par chapitre, donc si vous voulez arrêter à un moment, le reprendre le lendemain, ben avec les chapitres, vous savez, on est rendu où. Un petit trigger warning, avertissement. À travers la vidéo, je vais vraiment utiliser les mots travailleuse du sexe et prostituée. Pourquoi? Pour pas toujours répéter le même terme, mais aussi je sais qu'on n'utilise plus vraiment le mot prostituée, on utilise plus travailleuse du sexe parce que sex work is work, là, puis je suis vraiment derrière les travailleuses du sexe. Ceci dit, pour cette vidéo, je me doute fortement que les femmes qui pratiquaient ce métier dans cette situation-là, là, je généralise, il y en a peut-être que oui, mais je pense pas qu'elle le faisait par choix, par intérêt de ce métier. Je vous le dis tout de suite, là, je vais utiliser les deux termes, mais en temps normal, j'utilise plus travailleuse du sexe dans la vie de tous les jours, mais là, ici, on parle de prostitution illégale, donc bref, c'est vraiment pas par manque de respect que je dis ces termes. Fait que, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. This is not a test. Partie 1. Les Pickton.
Donc, j'ai pas le choix de commencer cette vidéo en vous parlant de la famille Pickton, donc d'où Robert Pickton vient, comment il est. Et anyway, tout au long de la vidéo, on va en découvrir plus sur lui, sur sa famille, sur sa personnalité. Robert Pickton, qui est surnommé Willie par ses proches, a grandi sur la ferme de ses parents, donc Louise et Léonore, en compagnie de son frère David et sa sœur Linda. La ferme était située dans la ville de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, au Canada. Pour parler rapidement de ses parents, on peut dire que Léonore et Louise étaient pas vraiment reconnues comme ayant de la classe et une bonne hygiène de vie. Là, je dis ça, c'est pas si important, mais à chaque fois que des voisins parlent d'eux, des proches, ils vont vraiment mentionner ça. Donc, il n'y avait pas une bonne hygiène dentaire, une bonne hygiène en général. Ils se sentaient pas bon. Louise, elle avait perdu tous ses cheveux. Bon, ça n'a pas rapport avec l'hygiène. On l'a décrit comme ça, elle avait presque plus de cheveux et parlait d'une voix très, très, très aiguë et stridente. Mais d'un autre côté, elle n'avait pas vraiment le temps de prendre soin de son apparence, de son hygiène, car elle s'occupait d'un terrain énorme, d'une ferme énorme avec plein d'animaux, des cochons, des vaches, des canards, des chèvres, des chiens, des chats. Vraiment, elle avait beaucoup à faire à chaque jour. Et c'est fou parce que ces animaux-là en question se promenaient librement sur le terrain, ce qui est bon pour leur santé mentale, là, pour leur bien-être, mais aussi ils rentraient dans la maison et faisaient leurs besoins dans la maison, ce qui aidait pas vraiment avec l'odeur, mais ça avait pas l'air de déranger la famille Pickton. Et c'est la même chose pour les enfants. En rentrant de l'école, fallait qu'ils aillent nourrir genre 700 cochons, des vaches. Fait qu'évidemment, à l'école, ils étaient reconnus comme étant les enfants qui se sentaient pas bons. Donc c'est triste à dire, je sais pas pourquoi je donne ces informations-là, moi c'est le genre de détails qui m'intéressent, mais ils étaient pas reconnus comme étant une famille qui était propre. C'est vraiment ce qu'on disait d'eux. Puis même Robert Pickton le dit plus vieux qu'il y avait une genre de phobie des douches. Il aimait pas ça, sentir de l'eau qui coule dans son visage. Fait qu'une fois de temps en temps, il prenait des bains, mais c'était assez rare. Donc comme je dis, il y avait vraiment pas une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène tout court, même rendu à l'âge adulte. Donc, c'est dans cet environnement-là que Robert Pickton a grandi, mais ça veut pas dire qu'il était pas heureux. Tu sais, il a quand même eu une enfance heureuse. Il était très, très proche de sa mère. C'était vraiment un fils à maman. Robert n'a pas été à l'école super longtemps non plus, là. Il a arrêté assez jeune. Il y avait beaucoup de difficultés. Ses notes étaient pas bonnes. Puis même, ils ont fait des tests et son intelligence était plus basse que la moyenne. Ceci dit, Linda, sa sœur, elle, s'en est tellement bien sortie. Elle était vraiment une femme brillante, qui a de l'allure, qui a de la classe, plus vieille, là. Et assez jeune, elle a déménagé pour habiter à Vancouver et refaire sa vie ailleurs. Puis elle s'en est très bien sortie. Éventuellement, Léonore Pickton est décédée, puis pas longtemps après, Louise Pickton a décédé, ce qui a créé un choc dans la famille, mais ce qui a donné aussi une obligation aux deux frères. Donc, David et Robert Pickton ont comme hérité de la ferme et devaient s'en occuper. Ils ont vendu des lots de terrain à des grosses compagnies où ils ont pu faire des millions et des millions de dollars. Vraiment, les frères Pickton manquaient de rien. Il y avait vraiment une grosse fortune et un terrain énorme. Pour vrai, c'est ça qu'on dit d'eux. Il y avait un terrain énorme. On parle d'une 15aine d'hectares. Rendu dans la trentaine, Robert était considéré comme étant quelqu'un de un peu weird, assez timide, sale aussi, donc il y avait de la difficulté à se faire des copines, là, on s'entend. Il y avait un côté extrêmement solitaire, antisocial et très immature. Sinon, côté boulot, c'était un très bon mécanicien, il avait une réelle passion pour les voitures. Il visitait souvent des encans pour acheter des pièces de voiture. Mais sa job principale, c'était d'être boucher. Même s'il était pas super bon, il faisait tout à la maison. Donc, il achetait des animaux dans des encans pour justement les couper en morceaux et faire de la viande et la vendre. Sinon, il habitait dans une petite roulotte sur la ferme. Donc, il habitait pas dans la... Bon, il habitait quelque temps dans la maison, mais il a finalement décidé d'avoir une roulotte sur la ferme où il y avait une petite douche, une petite toilette, un petit frigo, une petite cuisine. Tu sais, bon... C'était vraiment minuscule, mais il était content d'avoir son espace à lui, privé. Ceci dit,
personne se doutait de ce qu'il faisait les portes fermées. Partie 2, Downtown Eastside, Vancouver. Avant de continuer, je dois vous parler du Vancouver's Downtown Eastside, qui est un secteur, disons, pas pour les faibles. Moi, je suis jamais allée en Colombie-Britannique. Mon copain y est allé quand il avait 18 ans, fait que ça fait longtemps. Mais j'ai parlé de ce secteur-là, il était là, oh mon Dieu, c'était l'enfer à cette époque-là, fait que c'était dans les années, je pense, 90-2000. Là, j'ai l'impression que ça commence à se gentrifier un petit peu, mais à l'époque, c'était l'enfer sur Terre. Donc, le Downtown Eastside, c'est de la grosseur environ de 8 rues par 6 rues. Et c'est l'un des plus vieux quartiers de Vancouver, mais aussi des plus pauvres. Il y a énormément de violence, de criminalité, d'itinérance, de toxicomanie, de pauvreté et de prostitution. Il y a aussi une multitude de SRO, donc des Single Room Occupancy Hotel, donc des hôtels extrêmement délabrés où justement les travailleuses du sexe et des toxicomanes vont vivre là à temps plein. Là, je vous dis ça, c'est vraiment pour vous peindre un portrait du secteur, là, mais on parle d'une douzaine de chambres dans ces hôtels-là par étage, avec une seule toilette pour tout l'étage. Et c'est reconnu comme ayant beaucoup de problèmes d'infestation, de rats, de coquerelles, de punaises de lit. Bref, c'est pas propre, c'est pas vraiment un endroit à visiter où tu vas pas dormir là avec ta famille, disons. Pourquoi je vous parle de ce quartier? Ben, premièrement, c'est pas mal là que toute l'histoire va se passer, toute l'affaire se passe, mais aussi Robert Pickton aimait beaucoup fréquenter ces lieux-là. En fait, pour le travail, il devait aller se débarrasser des carcasses d'animaux dans les usines, une usine de traitement du coin. Donc, il se présentait avec des barils remplis de restes d'animaux. Et il y allait tellement souvent là, que les employés le connaissaient, il n'y avait même pas besoin de montrer une pièce d'identité. Il rentrait, il sortait comme bon lui semblait. Il se débarrassait des barils sans qu'ils soient vérifiés. Fait que c'est quand même important de garder ça en tête. Fait que c'est comme un immense dépotoir, si on veut, mais on traitait les restes animaux, là, les restes animaux. Ce qu'il faisait, il allait à l'usine et ensuite, il en profitait pour aller se promener dans les rues du Downtown Eastside et, se payer des filles. Selon une des amies de Robert Pickton, qu'il a justement rencontré en l'engageant pour des services sexuels, elle dit qu'il était très à l'aise de faire ça parce que c'était un habitué de la place. Donc, il circulait en voiture, il arrêtait une fille, lui demandait d'embarquer, se payait une pipe, la fille s'exécutait, il lui donnait de l'argent, puis il s'en allait. C'était rapide, c'était simple, c'était pas cher. Lui, il avait de la difficulté à se trouver des copines, donc c'était une solution assez simple. Et plus ça allait, plus il devenait confortable, habitué, même qu'il allait traîner dans les bars. Robert Pickton ne buvait pas d'alcool, donc lui, il se payait des boissons gazeuses. Mais ça arrivait qu'il paye la tournée pour tout le monde dans le bar, puis une tournée de bière. Là. Il faut savoir que dans les années 80-90, justement, à Vancouver, il y a beaucoup de femmes qui disparaissaient. Et si elles étaient retrouvées, vraiment, elles avaient été assassinées de manière horrible. On parle d'étranglement, elles ont été battues à mort, poignardées, etc. Mais c'était jamais vraiment pris au sérieux par les policiers. Kim Rossmo, qui est un profileur canadien, avait réussi à identifier qu'il y avait probablement un ou plusieurs tueurs en série qui était responsable de ces meurtres en série, mais la police de Vancouver le prenait pas du tout au sérieux parce que la police avait pas nécessairement les ressources pour mettre un projet d'enquête en branle. Donc c'est plus facile pour eux d'ignorer le problème, si on veut. Et on parlait aussi de meurtres d'étrangers à étrangers, donc stranger to stranger, donc un étranger qui tuait un autre étranger. Puis là, ça rend l'enquête encore plus difficile. C'est difficile de trouver un seul suspect. Donc, il savait qu'il allait devoir consacrer beaucoup de temps. Fait que c'est ça. Il préférait se fermer les yeux sur la situation. T'sais, on parle de centaines et de centaines d'hommes qui fréquentaient le Downtown Eastside. Des meurtres stranger to stranger, apparemment que c'est les plus difficiles à résoudre parce qu'on parle d'un bassin de suspects énormissime. Juste pour vous donner quelques chiffres, là, entre 1979 et 1993, il y a 15 femmes qui ont disparu du Downtown Eastside. Et ça, on parle seulement des disparitions, on parle pas des femmes qui ont été retrouvées assassinées. C'est énorme. Et c'est tellement triste parce que les familles de ces femmes-là faisaient tout pour que
qu'il y ait une enquête pour que les affaires soient prises au sérieux. Donc, il suppliait, il contactait les policiers pour qu'il y ait une enquête, mais c'était plus facile pour les policiers de les ignorer et de ne rien faire. Il y a même un journaliste du journal Province de Vancouver qui a dit, et je cite, « Essayer de signaler la disparition d'une prostituée, spécialement si elle est autochtone, auprès de la police, c'est comme essayer de parler à un mur de briques. » Parce que c'est sûr qu'on parle de femmes qui avaient des modes de vie différents, donc des problèmes d'itinérance, d'alcoolisme, de toxicomanie, des femmes qui habitaient dans des motels assez délabrés. Fait qu'elles n'avaient pas toujours de contact avec la famille, avec leur famille. Fait que si elles disparaissaient, c'était difficile pour la famille de s'en rendre compte. Mais c'est vraiment quand elles arrêtaient de prendre contact avec la famille que là, la famille se doutait que quelque chose clochait quand la femme, par exemple, arrêtait d'appeler à Noël, pour la fête des mères, pour des anniversaires. C'est là que les familles signalaient les disparitions. C'est fou, là, il y a un exemple assez choquant. Quand Tanya Marlowe Olick a disparu en novembre 1996, sa mère a appelé la police de Vancouver pour signaler la disparition de sa fille. Puis elle s'est fait répondre, je vous niaise pas, votre fille est juste partie se faire du fun. Puis on a même eu le culot de dire à cette pauvre femme-là, cette pauvre mère-là, d'arrêter de les embêter, d'embêter la police avec ça et de leur faire perdre leur temps. Imagine. Partie 3, un suspect. À un moment donné, la police a commencé à prendre ça au sérieux puis à se dire qu'effectivement, il y avait sûrement un problème, il y avait sûrement un tueur en série qui était responsable de tous ces meurtres-là. Et dans leur première liste de suspects, là, Robert Pickton était dans les tops de la liste. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'il fréquentait le Downtown Eastside, mais aussi le frère de Robert Pickton avait une réputation assez mauvaise chez les policiers. Dave Pickton, il se tenait beaucoup avec les motards, en fait avec les Hells Angels. Dave organisait justement des parties avec les motards chez eux où il y avait énormément de prostitution, de bruit, d'alcool, de drogue. Fait qu'il y a eu pas mal de descentes chez les Pickton à travers les années. À un moment donné, la police a demandé à Robert Pickton de fournir son ADN pour le relier à des meurtres qui avaient eu lieu dans les années 95. En 1995, il avait donné son ADN et le match était négatif. Donc, ils l'ont descendu plus bas dans la liste des suspects. Mais tu sais, l'affaire, c'est que peut-être qu'ils ont pris l'ADN sur le corps d'une seule femme, parce que pas toujours de l'ADN du tueur. Fait que peut-être que pour ce cas-là, isolé, ça fitait pas avec Robert Pickton, mais on sait aujourd'hui que, il était responsable. Mais comme je vous ai dit, plus ça allait, plus Robert Pickton prenait de l'assurance, des risques. Par exemple, il y a une soirée, il a ramené une certaine Tracy chez lui, et plus tard, quand elle a témoigné, elle a dit qu'en embarquant dans sa voiture, ça sentait horrible. Ça sentait vraiment les animaux de ferme. Bref, ça l'a vraiment écœuré. Donc, elle est allée dans la roulotte de Robert Pickton et il y avait tellement de vêtements par terre, c'était tellement sale, malpropre, désordonné, qu'elle savait même pas où mettre les pieds. Elle lui a fait un blowjob et au moment de vouloir la payer, Robert trouvait pas son portefeuille, fait qu'il s'est tout de suite dit, c'est elle qui l'a volé. Fait qu'il a comme sorti un couteau puis il a menacé Tracy. Elle a eu extrêmement peur, elle l'a poussée et elle est sortie de la roulotte en courant. Mais là, Robert s'était comme calmé puis il a dit « Écoute, genre, excuse-moi, genre, je te ramène dans le Downtown Eastside. » Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Mais tout au long du trajet dans l'auto, il a dit qu'il essayait d'aider les filles à arrêter de consommer de la drogue. Puis il disait aussi qu'il leur donnait toujours juste une chance. Donc, il leur donnait une chance, mais si les filles recommençaient à consommer, selon lui, ces femmes-là ne méritaient pas de vivre. Elles étaient inutiles et devaient être tuées. En arrivant en ville, Tracy a rajouté le nom de Robert Pickton dans la liste de bad dates. Donc, les travailleuses du sexe pas s'encourageaient, mais se tenaient en sécurité justement en faisant ça, en disant « Regarde, ce client-là était dangereux, va pas avec lui. » Fait qu'il y avait une liste de bad dates, puis Robert Pickton y figurait. Une autre histoire assez terrible, mais qui a vraiment permis de faire avancer l'enquête, c'est celle de Sandra Gale. Écoutez bien ça. Donc, un jour, il l'a ramassée dans le Downtown Eastside et il l'a ramenée chez lui. Elle n'était pas super à l'aise d'y aller, mais il lui offrait comme un supplément, donc plus d'argent pour aller chez lui. Donc,
elle a accepté. En arrivant, elle a demandé de faire un appel sur son téléphone pour appeler son petit ami pour lui dire « Écoute, je suis chez un client, je vais rentrer dans pas longtemps. » Et pendant qu'elle avait le dos tourné au téléphone, il a comme juste pris sa main, sans qu'elle s'en rende compte, puis il l'a menotté. Avant qu'il puisse attraper son autre main, elle s'est mise à donner des coups de pied, à crier. Et pour la faire taire, Robert a commencé à la frapper avec des coups de poing. Et là, elle s'est rappelé que plus tôt, elle avait vu un couteau dans la cuisine, un couteau de cuisine. Donc, elle a tout de suite attrapé de sa main libre et a comme pointé le couteau en disant qu'elle allait se défendre. Puis, elle a réussi à trancher la gorge de Robert Pickton, mais tu sais, pas au complet, mais quand même un peu. Puis là, il a crié genre « You fucking B-word ». Il a attrapé un bâton et là, s'est mise à la frapper violemment. Sandra, elle essayait de s'enfuir de la roulotte en panique, mais la porte était barrée. Elle savait vraiment plus quoi faire. Puis pendant ce temps-là, lui, il continuait à lui donner des coups de poing, des coups de pied, tellement qu'elle a perdu connaissance. Quand elle s'est réveillée, ils étaient tous les deux dehors, près du pick-up rouge de Robert Pickton. Lui était au-dessus d'elle. Je sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à attraper le couteau et à s'enfuir en courant du terrain. Elle était pleine de sang. Finalement, sur la route, pendant qu'elle s'enfuyait, il y a une voiture qui s'est arrêtée près d'elle, puis elle a vu une femme et un homme à l'intérieur qui l'ont tout de suite embarquée. Tu sais, tu vois une femme presque nue, en train de courir, pleine de sang sur la route, tu te dis, OK, mais évidemment, il y a de quoi qui va pas. Puis là, elle a dit à la femme, « Madame, regardez par la fenêtre, vous voyez cette petite auto blanche. Si je meurs, si je m'en sors pas, c'est le gars qui vit là qui m'a fait ça. » Sandra a été amenée à l'hôpital. Elle avait des grosses coupures à la main. Son poumon était perforé et elle avait deux gros coups de poignard dans le ventre. Et elle avait toujours la main menottée. 1 heure plus tard, il y a une deuxième victime qui arrive à l'hôpital, un homme du nom de Robert Pickton qui avait aussi été poignardé. Et dans sa poche, ils ont trouvé la clé de la menotte. Hey, c'est fou cette histoire-là, je trouve que ça ressemble tellement à genre Grey's Anatomy, là, c'est fou. Le lendemain, Robert Pickton a été chargé pour tentative de meurtre et voie de fait grave. Il a engagé le meilleur avocat pour le défendre, tu sais, c'est un gars qui est millionnaire, là. Fait que la date du procès est arrivée. Malheureusement, Sandra Gale était terrorisée par Robert et son frère, avec raison. T'sais, c'est un homme violent, puis son frère est connecté chez les motards. C'est sûr que t'as vraiment peur pour ta sécurité. Donc, elle s'est pas présentée en cours et les charges ont été abandonnées. C'est tellement injuste. Plus ça allait, plus on parlait de Robert Pickton dans la rue. Donc, genre, les filles se disaient « Attention au gars avec la face de rat qui t'offre de la drogue gratuite, il est très dangereux. » Mais malheureusement, c'est des femmes qui sont toxicomanes, qui ont besoin d'argent, donc souvent, la plupart d'entre elles, bon, elles ignoraient ces conseils-là et prenaient le risque quand même d'aller chez eux contre un peu d'argent ou de la drogue gratuite. Il y a quand même un ancien employé des Pickton, donc Hiss Cox, qui a parlé à la police en leur disant que lorsqu'il visitait la roulotte de Robert, il y avait toujours plein de vêtements de femmes par terre, des sacs à main et même des pièces d'identité de femmes différentes un peu partout dans sa roulotte, mais que Robert n'était pas en couple avec une femme. Donc pourquoi il y aurait plein de vêtements de femmes et des pièces d'identité random chez eux? Donc il a parlé à la police en leur disant qu'il était sûr que Robert Pickton était responsable des meurtres et des disparitions de femmes qui avaient lieu à Vancouver. Il a appelé la police, là, pas juste une fois, là, non, il a appelé la police à plusieurs reprises, mais il se faisait dire, écoute, on peut pas juste débarquer chez lui à cause de rumeurs, de préjugés, ça nous prend des preuves concrètes, et malheureusement, ben, ils ont pas tort, tu sais. Oui, il y a le témoignage d'un employé, de la femme qui s'est fait attaquer, mais c'est pas assez. Tu sais, t'as juste une chance de l'arrêter, faut que tu le fasses de la bonne manière. Mais d'un autre côté, quand tu regardes ça froidement, il y a quand même plein de femmes qui continuaient à se faire assassiner. Partie 4, le projet Amelia. La police de Vancouver commençait à recevoir énormément de pression de la part des familles des victimes, mais aussi de la part du public, des journalistes. On leur demandait de prendre ça au sérieux parce que à ce stade-ci, en 1998,
On parlait de 40 femmes qui étaient portées disparues depuis 1971. C'est énorme. Donc, c'est là que le projet Amelia s'est mis en place. C'était une équipe qui était en charge de réviser la liste des femmes disparues afin de voir si quelques-unes de ces femmes avaient été retrouvées. Mais malgré ça, les disparitions continuaient. En septembre 1998, il y avait 6 nouveaux noms ajoutés sur la très, très longue liste de femmes disparues. Et plus tard, avec du recul, après l'enquête et tout, on se rend compte que plusieurs personnes qui savaient que Robert était coupable. Il y a un certain Scott Chubb qui est devenu un témoin très important lors du procès de Robert Pickton. C'est un gars qui connaissait bien les frères Pickton, puis il avait averti Dave Pickton, le frère de Robert, en lui disant genre « Sors Robert de la rue pour qu'il arrête de tuer ». Puis ça, c'est en 1988. Fait que ça fait quand même un bout de temps qu'on sait qu'il est dangereux. Il savait que Robert gardait plein de vêtements de femmes dans son trailer, des sacoches, des bijoux et des armes à feu. Il savait aussi que plusieurs femmes qui allaient sur la propriété, sur la ferme, mais qu'elles n'en sortaient jamais. Il y avait aussi un certain Andy Bellwood qui s'est lié d'amitié avec Robert Pickton, tellement qu'il est devenu son confident. Et par exemple, Robert lui disait tout ce qu'il faisait avec les prostituées qu'il ramassait. Donc, il a montré à Bellwood une paire de menottes qu'il cachait sous son matelas. Il y avait aussi une ceinture qu'il gardait pour apparemment frapper les femmes. Et selon son mode opératoire, il allait chercher des femmes en ville, il les attirait avec de l'argent et de la drogue, il les amenait dans sa chambre pour ensuite les menotter, les mettre à quatre pattes pour finalement les achever en les étranglant. Il a aussi affirmé à ce gars-là qu'il était surpris de voir à quel point les humains saignaient beaucoup. Parce que c'était ça la technique de Robert Pickton, c'était d'amener les femmes, les femmes décédées dans sa grange, il les accrochait sur des crochets, il les saignait et les vidait. Quelle horreur, là, je suis désolée de vous lire ces détails-là, mais je trouve ça quand même important pour connaître le sort horrible que ces femmes-là ont vécu. Il a aussi dit « Hey, c'est fou, je me rends compte à quel point les cochons, les porcs mangent n'importe quoi. » Parce qu'ensuite, il découpait ces femmes-là, puis il donnait à manger à ces cochons. Et tout ce qui n'était pas mangé par les animaux, il mettait ça dans des gros barils avec de la merde de cochon, des parties du corps d'animaux, et les amenait à l'usine de traitement où c'était pas vérifié. Ces barils n'étaient jamais vérifiés parce que c'était un habitué. C'est fou qu'il ait tout dit ça pour genre se vanter, pour avoir l'air d'un tough auprès de son ami. Mais ça n'a pas été long avant qu'il le regrette. 3 jours plus tard, on est rendu en mars 1999, il a déclaré à son frère qu'il était sûr que Bellwood lui volait des outils. Il a regretté ce qu'il a dit, il a essayé d'accuser Bellwood de quelque chose, une offense fausse. Et après ça, Bellwood il a été confronté pour le vol d'outils, il a tout nié et il s'est fait tabasser par les motards. Puis après ça, bien sûr, il n'est jamais retourné à la ferme. Il y a aussi une bonne amie de Robert, en fait une ancienne amie qui s'appelle Lisa, qui a été rencontrée par 2 agents de la GRC à propos de Robert Pickton. Il y avait beaucoup de questions à lui poser. Mais elle avait vraiment, vraiment peur de parler parce qu'elle savait que si elle parlait, elle se mettait en danger, puis ça allait se rendre aux oreilles des frères Pickton, puis elle allait se faire passer. Mais au fond d'elle, elle savait très bien que c'était lui le responsable de la mort des prostituées. Elle savait que c'était un boucher qui savait découper de la viande, qui savait s'en débarrasser, fait que pour elle, le lien était clair. Puis écoutez ça, moi ça m'a fait capoter de lire ça. En fait, elle a attrapé l'hépatite C. Bon, ça n'a jamais été prouvé, mais elle est sûre, elle, à 100%, qu'elle l'a attrapé en mangeant la viande que Robert Pickton lui avait donnée. Parce que bon, tu sais, si on suit la chaîne logique, il tue des prostituées, qu'il y en a quelques-unes, on va pas se mentir, il y en a quelques-unes à cette époque-là qui souffraient de l'hépatite C. Fait qu'en tuant le corps malade d'hépatite C, en le donnant au cochon, puis en mangeant la viande du cochon, il y a quand même un contact de l'hépatite C. Fait qu'elle est sûre qu'elle l'a attrapé de cette manière-là. Puis c'est pas impossible. Il y a aussi des clientes qui en parlaient aux organismes qui venaient en aide aux prostituées. Elle l'appelait Robert Pickton le rat guy parce qu'il a une face de rat un peu. Puis elle disait que c'était un gars qui était vraiment bizarre, un fermier de porc, un gars solitaire, puis il faisait peur aux filles. Fait que plusieurs clientes ont dit « Faites attention à ce gars-là, il y a de quoi de louche, il y a de quoi qui cloche. » Donc, comme je vous dis, tout le monde en
parlait un petit peu, là. Donc, pour revenir au projet Amelia, bien sûr que les policiers se doutaient de la culpabilité de Robert Pickton, parce qu'il y avait eu déjà plusieurs témoignages. Il y avait eu l'histoire de Sandra Gale, qui avait réussi à s'échapper d'une tentative de meurtre. Pour leur enquête, pour leur recherche, ils avaient classé la liste de potentiels suspects ou personnes d'intérêt en 3 catégories différentes, donc en 3 catégories de priorité. Donc, je veux juste vous le dire, là, c'est quand même intéressant. Priorité 1, donc on parlait d'une personne qui avait déjà été chargée pour meurtre ou tentative de meurtre, d'une travailleuse du sexe ou voie de fait sur une travailleuse du sexe et qui était associée au Downtown Eastside, soit qui vivait proche de cet endroit-là ou fréquentait l'endroit. Dans cette catégorie, on plaçait aussi les délinquants sexuels dangereux du coin. Puis avec la tentative de meurtre de Sandra Gale, ben Robert Pickton y était dans la liste de priorité numéro 1. Aussi, surtout, grâce à son accès à plusieurs véhicules différents. La localisation de sa ferme aussi, qui était pas loin du Downtown Eastside, mais aussi ses fréquentations dans le Downtown Eastside. C'est un client régulier. Il a déjà fait une tentative de meurtre sur une travailleuse du sexe. C'était clairement le suspect parfait. La liste comportait en tout entre 35 et 50 noms quand même, là, c'est pas rien. Mais en étudiant chacun des dossiers, plusieurs noms étaient bougés finalement dans la catégorie de priorité numéro 2. Ou l'inverse, il y en avait de la catégorie de priorité numéro 2. Quand on étudiait leur dossier, on se disait « OK, ouais, on va le changer au numéro 1. C'est vraiment un bon suspect. » La catégorie numéro 2, qui est quand même semblable à la première catégorie, on parlait d'une personne qui avait été chargée pour une certaine offense contre des travailleuses du sexe ou qui avait un historique de violence envers des travailleuses du sexe. Mais là, on parlait pas nécessairement de meurtre, on parlait seulement de violence. Et la personne était probablement associée au Downtown Eastside, mais vivait en dehors de Vancouver. Et dans la catégorie numéro 3, on parlait d'une personne qui fitait pas nécessairement les 2 autres catégories, mais qu'on devait interroger ou surveiller de toute façon. Donc, quelqu'un qui serait équipé d'une vanne et ou de matériel dangereux. Donc oui, la police faisait quelque chose. Elle avait des doutes, mais les policiers étaient quand même très décevants. Tu sais, les familles ont demandé aux policiers « Pourquoi vous offrez pas comme une récompense de 100 000 $ contre toute information permettant de retrouver un tueur en série? » Puis les familles se faisaient répondre « Ben là, on n'est même pas sûr qu'il y a un tueur en série, fait que ça sert à rien d'offrir une récompense. Voyons donc. » Ils ont fait une tâche quand même assez horrible, là. Ils ont demandé aux prostituées du Downtown Eastside de fournir leur ADN pour faire une banque de données au cas où que les femmes étaient retrouvées mortes. Fait que, ils se disaient, OK, donnez-nous votre ADN, puis si on vous retrouve morte, ben ça va être plus facile de vous identifier. C'est quand même une bonne technique, mais c'est horrible de penser ça, de tout planifier une mort probable, mais les travailleuses du sexe étaient disposées à fournir leur ADN. Et c'est vraiment terrible parce que les filles, comme elles étaient plus vraiment en contact avec leur famille depuis un bon bout de temps, puis c'était avant les cellulaires, les médias sociaux, ben on n'avait pas full de photos de ces femmes-là quand elles disparaissaient pour faire des affiches de disparition. Donc, les photos les plus récentes de ces femmes-là qu'on avait, c'était des mugshots carrément, là, parce que souvent, ben c'était des femmes avec des troubles de toxicomanie. Elles pratiquaient un métier illégal, fait qu'elles avaient presque toutes un dossier criminel, fait qu'on avait des photos d'elles, mais c'était des mugshots, fait qu'on parle de photos où les femmes étaient dans leur état le plus vulnérable, elles étaient pas arrangées, elles avaient peur, elles étaient tristes, fait que c'est les pires photos, c'est super triste. Le 22 juillet 1999, il y a l'émission très 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 populaire à l'époque, America's Most Wanted, qui a fait un topo sur la situation à Vancouver, puis on disait que carrément, il y avait probablement un genre de Jack l'Éventreur canadien qui était en liberté. Là, on commençait vraiment à prendre ça au sérieux, mais en fait, le public commençait à être mis au courant de cette situation-là. On en parlait non seulement dans les autres provinces du Canada, mais aussi aux États-Unis et même dans quelques pays d'Europe. Et enfin, grâce à l'émission, là, il y a eu une récompense de 100 000 $ qui a été offerte en échange de toute information permettant de retrouver le tueur. Le 15 octobre 2001, enfin, la police de Vancouver et la GRC ont annoncé publiquement qu'ils traiteraient maintenant les disparitions des 46 femmes comme des homicides. Fait que ça a l'air de rien, mais là, on n'est plus en train de dire que ces femmes disparaissent par leur faute, qu'elles font des fugues, qu'elles se suicident. Non, là, on parle de meurtres, donc des victimes innocentes qui ont été assassinées. Après ça, la GRC a enfin décidé de suivre Robert Pickton en filature,
mais il s'en est vite rendu compte. Donc, pendant les 2 semaines qui ont été suivies, il a vraiment été tranquille. Donc, la police était bel et bien au courant que c'était lui, ou presque sûr, mais il n'y avait pas assez de preuves pour l'arrêter ou même pour obtenir un mandat de perquisition. Mais tout ça va vite changer. Maintenant, la police savait qu'elle avait affaire à probablement le tueur le plus prolifique dans l'histoire du Canada. Partie 5. L'obtention du mandat de perquisition. Vous vous rappelez, je vous ai parlé d'un certain Scott Chubb qui connaissait bien les Picton, mais aussi qui est vite devenu un informateur de la police. Un matin, il s'est réveillé, puis il s'est présenté au poste de police parce qu'il avait besoin d'argent. Il avait plus d'argent pour payer son loyer. Donc, il a essayé de faire un deal avec la police. Il a dit « Écoute, je vais vous donner des informations essentielles sur Robert Picton en échange d'argent. » Fait que souvent, les policiers fonctionnent comme ça quand ils ont un bon contact. Et lui, il était très, très confiant en l'information qu'il allait fournir aux policiers. Les policiers ont accepté de lui donner 900 $ en échange d'informations, ce qui n'est pas tant que ça. On est des années 90, mais en tout cas, il aurait pu négocier. En tout cas, fait qu'ils ont accepté. Et c'est là qu'il a demandé hey, « Êtes-vous intéressé à savoir que Robert Picton, il possède des armes à feu illégales et non enregistrées? » Et là, le regard des policiers, c'est comme allumé, vraiment. Il a donné l'information qu'il lui était au courant. Il savait que Robert Picton avait 3 armes à feu illégales dans sa roulotte. Il y avait même le modèle des armes à feu et où elles étaient cachées. C'était de l'information importante, mais là, il restait à savoir si un juge allait accorder un mandat de perquisition contre des oui-dire d'un informateur, tu sais, contre des rumeurs. Il n'y avait pas vraiment de preuve qu'il y avait des armes à feu, sauf les dires de Scott Chubb. Mais si ça marchait, ce serait la première fois qu'un policier mettrait les pieds dans la roulotte de Robert Picton. Fait que c'était quand même un big deal, là. Donc si ça marchait, bien évidemment, les policiers pourraient faire des fouilles pour trouver des armes à feu, entre gros guillemets, mais ce qui était plus important, c'était de chercher des indices pour retrouver les femmes disparues. Donc, leur mandat a heureusement été approuvé par le juge et 10 minutes plus tard, il y a une équipe de 5 policiers qui se réunissaient pour établir un plan d'action. Il y avait juste une chance de tout faire, de bien faire. Ils ne pouvaient pas perdre de temps, ils ne pouvaient pas se tromper parce qu'il y avait seulement 60 minutes pour fouiller la roulotte. Donc, c'était loin d'être une simple fouille pour trouver des armes à feu. Tout le monde le savait que c'était leur chance de trouver des indices pour les femmes disparues, mais personne ne le disait à voix haute. Donc, il y a 2 agents qui ont été mis en charge de prendre en photo tout ce qu'ils voyaient. Il y a une autre personne qui est en charge de prendre possession des armes à feu et d'en faire un registre sur place. Et une autre personne est en charge de fouiller le reste du trailer, tandis qu'un autre policier devait servir de gardien de sécurité à l'entrée principale de la ferme. Donc, à 21h pile, il y a 5 policiers qui ont défoncé la porte du trailer en criant « Police! Police! » Robert Picton, il était juste debout au milieu de sa roulotte. Les policiers l'ont comme plaqué au sol, puis ils lui ont dit qu'ils l'arrêtaient pour possession d'armes à feu illégales. Ils lui ont demandé s'il comprenait, tu sais, ce qui arrivait. Il a juste répondu « OK », probablement loin de se douter que la fin approchait. Donc, il y avait 6 pièces dans le trailer. Il y avait le salon, la cuisine, la salle de lavage, le bureau, la salle de bain et la chambre de Robert. Il devait tout fouiller très rapidement, mais c'était tellement petit comme endroit que c'était comme limitant. Les policiers pouvaient pas circuler aisément parce qu'ils se pilaient ses pieds. Fait que c'était extrêmement frustrant, puis ben ça les limitait dans leur temps, tu sais. Ils pouvaient pas tout accomplir parce qu'ils étaient trop pognés. Il y a des premières photos qui ont été prises. Donc, on parlait d'une paire de menottes avec de la fausse fourrure de tigre, plusieurs bijoux de femme, un sac à main de femme, la photo d'une femme, un bout de papier avec le nom de Dina Taylor dessus. Donc, déjà là, dès les premières minutes, les policiers savaient qu'ils allaient accomplir quelque chose de gros cette soirée-là. Ensuite, ils ont continué leur recherche. Ils ont trouvé aussi une autre paire de menottes, cette fois-ci avec de la fausse fourrure rouge, des câbles pour attacher des gens, appelés des zap straps, là, checkez, je vais mettre une photo juste ici, ainsi que 2 dildos. Ensuite, près de sa table de chevet sur le sol, il y avait une boîte contenant une collection de différents couteaux de cuisine, ainsi que des livres et un papier avec le nom de Heather Bottomley. Donc, plus il cherchait, plus il retrouvait des items reliés à des femmes disparues. C'est tellement
glauque, mais vous êtes pas prêts pour la suite, là, ce qui s'en vient, c'est encore pire. Dans la salle de lavage, ils ont effectivement trouvé un revolver qui était comme emballé dans du plastique. Donc, c'était Scott Chubb leur avait dit « Ok, dans la salle de lavage, à tel endroit, vous allez trouver un revolver. » Ils l'ont trouvé. Et au bout de l'arme à feu, il y avait un dildo d'accroché. Ensuite, l'un des agents a trouvé un contenant en plastique avec des barrettes pour les cheveux, un sac Solomon contenant des espadrilles pour femmes et une pompe à asthme avec le nom de Serena Abbotsway dessus. Ils ont aussi trouvé les pièces d'identité d'une certaine Dina Mary Bridget Taylor. Donc maintenant, les policiers avaient 3 preuves très très solides reliant Robert Pickton à des femmes disparues. Ensuite, les hommes se sont rendus à la salle qui servait d'abattoir sur la ferme. Ils ont trouvé d'autres items appartenant à des femmes, donc 3 sacs à main, des chaussures. Les policiers parlaient pas à ce moment-là. Là. Ils étaient tous très, très silencieux, comme sous le choc. Probablement très fébriles aussi. Genre, on l'a. Ça va se résoudre enfin. Pickton a officiellement été arrêté et chargé pour possession illégale d'armes à feu. Et tout de suite, les policiers y ont appelé un de leurs collègues pour qu'il serve de policier undercover qui allait être planté dans la cellule de Robert Pickton. À 4h du matin, le policier undercover s'est rendu sur place puis ils ont placé Robert Pickton dans une cellule où il s'est assuré qu'il y avait des micros, des caméras cachées. Apparemment, selon les dires, moi c'est le genre de truc encore là qui m'intéresse, mais Robert Pickton, quand il était arrêté, il sentait tellement mauvais. C'était dégueulasse, il avait mauvaise haleine, il avait les cheveux gras, ses mains, ses ongles étaient très très sales, puis il voulait pas prendre de douche quand on lui a dit « prends une douche », il a dit « non, moi je prends juste des bains, puis ça m'intéresse pas ». Mais sinon, c'est vraiment intéressant de voir comment tout ça s'est déroulé super rapidement. Après, là, il y a tout de suite 130 policiers qui ont été assignés au projet Amelia. Mais même ça, c'était pas suffisant. Ils étaient tellement loin, mais tellement loin de réaliser l'ampleur que prendrait cette enquête. Partie 6, la ferme. La nuit du 5 février 2002, il y a une équipe de police qui s'est rendue à la ferme des Pickton pour la surveiller, pour éloigner les passants. Et il y a un gros trailer de la GRC qui s'est positionné sur la ferme, qui deviendra le quartier général des enquêteurs des policiers. Très vite, il y a les journalistes et le public qui ont été mis au courant. Il y a des équipes de journalistes avec des caméramans par dizaines qui sont arrivés sur les lieux. Les médias envoyaient des hélicoptères pour survoler la ferme. C'est devenu un vrai cirque médiatique, vraiment, là. Si on parle d'un riche fermier qu'une apparence plutôt ordinaire, qui a une ferme qui est évaluée à plus de 3 millions de dollars, qui pourrait être potentiellement responsable des meurtres de plus d'une quarantaine de femmes. C'est pas tous les jours qu'on a affaire à ce type de nouvelles. Il y a aussi les familles qui se réunissaient près de la ferme pour être au courant de la moindre mise à jour, du moindre développement. Ça devait être extrêmement stressant et bouleversant. Non seulement la ferme était très grosse. C'est devenu ce qui est considéré encore aujourd'hui la plus grande scène de crime dans l'histoire du Canada. Fallait trouver un plan pour fouiller. Tu sais, comment ils vont fouiller? Donc, ils ont décidé de diviser la ferme en différents secteurs. Donc, le site A, c'était le trailer de Robert. Site B, c'était l'abattoir. Le site V3, c'était la roulotte de Robert. Le site C, c'était la shop de mécanique qui avait genre un genre de loft au 2e étage. Site D, le garage et le workshop. Site E, la grange. Et site F, la maison des Pickton. La première recherche cette journée-là, ça a duré environ 4 heures. C'était juste une visite superficielle des lieux. Là. Il n'y a vraiment rien qui a été saisi, même s'ils voyaient des indices qui étaient là. OK, on les saisit pas tout de suite. On fait juste comme vérifier ce qui se passe autour. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a aussi une policière qui, elle, avait vécu toute sa vie sur une ferme, puis elle s'était toujours occupée des cochons chez elle, qui a été assignée aux cochons, donc d'en prendre soin, de les nourrir, de fouiller la porcherie. Puis la femme était horrifiée de la condition des animaux. Puis là, on parle de plusieurs centaines d'animaux, là.
Je vous évite les détails, là. Je sais que la condition animale, c'est pas toujours facile à discuter dans les vidéos de True Crime, mais il y avait des porcelets morts à travers les autres cochons. Il y avait plein de cochons gravement malades, empilés les uns par-dessus les autres. Elle a appelé un vétérinaire pour qu'il vienne s'en occuper, pour qu'il euthanasie les cochons très malades. Puis bon, c'était littéralement un shit show. Après ça, la prochaine étape fut de rassembler tous les vêtements, tous les vêtements qu'ils retrouvaient sur la ferme. Fait qu'il y avait des énormes piles. Et là, ils divisaient les vêtements en 2 piles, ceux tachés, donc de sang et autres, et ceux propres. C'est vraiment mon genre de truc à faire, là. J'adore ça, classer des affaires. En tout cas, j'aurais vraiment aimé participer à cette enquête, puis je suis sûre que je suis pas la seule, là. Ça devait être des recherches tellement intenses mentalement, physiquement, émotionnellement, mais ça prend du monde pour faire ça. En cherchant la chambre de Robert Pickton, ils ont trouvé plusieurs autres objets d'intérêt, dont plusieurs autres possessions de la victime Heather Bottomley, donc un carnet de notes avec son nom décrit dessus. À l'intérieur, il y avait son numéro d'assurance sociale, une copie d'une carte d'hôpital, son certificat de naissance, un autre document du ministère avec son nom dessus et un chèque de 175$ à son nom. Ils ont aussi trouvé plusieurs autres vibrateurs par dizaines, des zap straps, des menottes tachées de sang, du lubrifiant, des ceintures pour hommes et pour femmes, une brosse à cheveux et des seringues. Dans le bureau de Robert, ils ont trouvé un manteau de cuir pour femmes taché au collet. Dans la shop mécanique, il y avait aussi un sac à main blanc, un sac à main noir qui contenait des cosmétiques, mais aussi un préservatif usé. Dans l'abattoir, ils ont trouvé une montre pour femmes. Donc, c'était plusieurs items qui prendraient des mois et des mois et des mois à identifier formellement là, auprès des familles des victimes s'ils reconnaissaient ces objets, mais aussi grâce à l'ADN. Clairement, on parlait d'un terrain où il y avait eu plusieurs meurtres, mais on n'avait toujours pas trouvé de corps. Toutefois, les policiers savaient ce qui les attendait. Ils savaient qu'ils allaient probablement fouiller cette ferme pendant minimum 1 an en travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce fut une fouille extrêmement coûteuse là, pour le gouvernement. On parle là, de environ 1 million de dollars par mois passés à faire des recherches. Les journalistes étaient présents en dehors de la ferme. À chaque jour, ils étaient là. Même qu'une fois, là, j'ai lu qu'il y a un journaliste qui a genre trouvé un soulier au loin. Là. Il regardait sa ferme, il y avait un soulier, une chaussure au loin, puis il a crié « Gardez la chaussure! » Fait que là, les policiers ont comme un peu fermé la vue des recherches. Donc, plus ils investi, les journalistes, plus ils commençaient à écrire sur le travail désastreux des policiers à travers les années, à quel point ça leur a pris beaucoup trop de temps avant de prendre les disparitions des femmes au sérieux. Fait qu'on parle de plusieurs années, là, c'est pas rien. Pendant ce temps-là, les recherches continuaient. Dans la roulotte, un matelas a été trouvé complètement taché de sang. Il y avait aussi du sperme, des poils dessus. Il y avait aussi une pomme de douche tachée de sang humain. Tu sais, c'est bien beau tout ça, mais à qui on sait que ça appartient à quelqu'un, le sang? À qui ça appartient? Fait qu'ils ont fait des tests ADN, puis tu sais, normalement, des tests ADN, ça prend des mois avant d'avoir des résultats. Là, ils ont fait ça, genre, stat, là, comme on dit, et on a réalisé que le sang appartenait à une autre femme portée disparue du nom de Mona Wilson. Donc, dès qu'on a pu prouver que le sang appartenait à Mona Wilson, là, on avait comme la première preuve tangible. Parce que c'est bien beau trouver des objets des femmes disparues, mais ça veut pas dire que Robert Pickton est le coupable du meurtre, t'sais. Ça veut juste dire que la femme était sur sa ferme, oui, mais on sait pas quand, on sait pas si elle s'est fait tuer là. Mais là, en trouvant le sang de Mona Wilson, 1 heure plus tard, Robert Pickton a été chargé pour meurtre au premier degré. Et le jour suivant, soit le 22 février 2002, Robert serait enfin officiellement interrogé. On parlait d'un interrogatoire qui avait été préparé en amont depuis le mois de novembre. Là, on était rendu au mois de février. Vraiment, là, les policiers s'étaient entraînés, ils avaient fait leurs recherches, ils savaient exactement les questions qu'ils allaient poser. Parce que Robert Pickton était maintenant officiellement sous enquête pour les meurtres de 48 femmes disparues. Partie 7, l'interrogatoire.
L'interrogatoire a été vraiment intéressant. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus, le transcript complet est dans ce livre, On the Farm. Je vais vous en parler en longueur à la fin de la vidéo de ce livre-là. C'est highly recommended, très très recommandé. Bref, l'interrogatoire était tellement important, il n'y avait aucune place à l'erreur. Donc, depuis le début, Robert Pickton affirme n'avoir aucun lien avec les femmes disparues et assassinées. Il affirme être très généreux avec les femmes, et c'est ça qui est fou. Il tuait les femmes, mais avec ses amis, quelques amis proches, il était extrêmement généreux. Par exemple, avec son amie Gina, il avait donné un truck, un pick-up, juste pour être gentil, là. Une autre fois, il avait donné à une autre amie 700$ pour qu'elle paye sa facture de téléphone. Et c'est ça qui est intéressant dans ces cas-là de tueurs en série, des cas de meurtre. C'est jamais blanc ou noir. Tu sais, bon, c'est un homme dégueulasse, mais ces hommes-là peuvent quand même faire preuve, là je vais peut-être me faire lancer des roches pour ça, mais ils ont quand même, ça peut pas être 100% des personnes mauvaises, tu sais, des fois ils ont des onces de bonté, fait que Robert Pickton, avec ses quelques amis, il leur prêtait de l'argent, il s'occupait de leurs enfants, il était très gentil avec quelques-unes de ces femmes-là, mais sans rien attendre en retour, là. Il n'y avait aucune relation sexuelle ni rien, c'était juste des amis. Mais la logique de Robert Pickton, pourquoi il disait ça, c'était ben si j'ai tué toutes ces femmes, pourquoi j'ai pas tué ces femmes-là qui étaient mes amies? Dave Pickton, le frère de Robert, aussi croyait en l'innocence de son frère et disait que probablement qu'il avait été framé, donc quelqu'un avait essayé avait planté des indices pour l'accuser. Il pensait peut-être à des policiers ou des anciens employés qui ont mis la faute sur Robert Pickton. Did you kill them by yourself, or was Dinah involved in those two? No comment. Robert niait tout. Tu sais, quand on lui disait pourquoi ces femmes se sont retrouvées sur ta ferme, il disait que c'était pas le cas. Ils sont pas allés sur sa ferme, qu'il les connaissait même pas. On lui a demandé s'il avait eu des relations sexuelles avec ces femmes-là. Il disait que non. On lui demandait si ces femmes s'étaient déjà retrouvées dans sa voiture. Il disait qu'il n'y avait même pas d'auto. Ce qui n'est pas une très bonne stratégie de sa part, on va se le dire, parce que c'est tous des faits très vérifiables. Là. Fait que, tu sais, de nier à tout, au pire, trouve-toi une raison pourquoi les femmes sont allées sur ta ferme, mais dis pas « j'ai jamais eu d'auto » alors qu'il y a plein d'autos à son nom, tu sais. L'enquêteur disait à Robert qu'après seulement 2 semaines, il avait trouvé énormément de preuves ADN, donc du sang, du sperme, de la salive, et qui pouvait très bien relier Robert aux disparitions de 12 femmes différentes. Et Robert, quand il a eu cette information, il a comme paniqué, puis il a dit genre « Quoi? Genre, ma photo est déjà sur la une des journaux, ça va ruiner ma réputation, j'ai rien fait, fait que pourquoi vous m'accusez de ça? » Puis là, l'enquêteur répondait « Ben là, si t'as rien fait, comment on a trouvé ton sang mélangé à celui de Mona Wilson? » T'sais. Donc, explique-moi ça. Fait que Robert, il était comme « Mais j'ai rien fait, je le promets, c'est sûr ça a été orchestré, c'est un setup, mais c'est pas de ma faute. » Ceci dit, il faut dire qu'à ce moment-là, l'enquêteur disait tout ça, genre on a trouvé du sang, du sperme, de la salive, blablabla. On a plein de preuves d'ADN, mais c'était faux. T'sais, il disait ça seulement pour faire avouer Robert Pickton, qui je me disais, c'est-tu légal de faire ça? Mais oui, apparemment c'est légal de mentir durant des interrogatoires. Bon, peut-être ça change d'une police à un autre, d'un pays à l'autre, mais à cette époque-là, au Canada, c'était légal de faire ça. Mais Robert ne leur donnait vraiment rien. T'sais, par exemple, l'enquêteur a demandé « Ouais, au début, ça devait être difficile de tuer, mais probablement que ça devenait de plus en plus facile. » Et Robert faisait juste répondre « Je sais pas. Puis il répondait pas. Donc, vous en douterez que l'interrogatoire en soi était filmé, était observé. Il y avait 3 salles pleines de policiers qui les observaient. À ce stade-ci, ça faisait 11 heures que Robert Pickton était interrogé. Il était pas allé aux toilettes, il avait pas mangé, il avait juste bu comme une petite boisson gazeuse. Mais plus ça allait, plus le policier, l'enquêteur, sentait qu'il gagnait tranquillement la confiance de Robert Pickton et que ça allait pas tarder, là. Il allait avoir une confession, il allait s'ouvrir. Mais il commençait à manquer de temps parce que là, il fallait qu'il arrête l'interrogatoire. Sinon, la police pouvait être chargée pour mauvais traitement du suspect ou bon. Fait que là, il commençait à manquer de temps, mais il se disait « Je suis tellement proche de l'avoir, là, tu sais, ça s'en vient. » Il le sentait. Donc, tranquillement, il commençait à s'échapper. Par exemple, l'enquêteur, il a dit « Tu sais, Robert, t'as vraiment pas fait une bonne job là, pour nettoyer tout le sang. On l'a trouvé. Tu commences à être moins propre, moins efficace. » Et Robert a répondu «
c'est vrai, j'ai pas été propre. I had one more plan, but that was the end of it. That was the last. I was going to shut her down. That's why I was just sloppy. Just the last one. Donc, si on veut, c'est une genre de confession, selon moi. Ensuite, l'enquêteur il a demandé à Robert s'il avait changé de tapis à cause du sang. Puis Robert a répondu que non, il avait mis du vinyle pour le garder propre. Robert avait l'air d'aimer l'enquêteur, mais aussi le respect que l'enquêteur lui accordait, probablement quelque chose qu'il avait jamais vécu auparavant. Fait qu'il commençait à se sentir confiant, un peu vantard, relax. Ensuite, l'enquêteur a montré une carte, une map de la ferme, puis il a demandé combien de femmes d'enterrées il y avait sur sa ferme, puis Robert a répondu « Au moins une, c'est sûr ». Partie 8, le co-détenu. En plus de l'enquêteur qui l'interrogeait, faut pas oublier que Robert Pickton partageait sa cellule avec un policier undercover avec qui il devenait de plus en plus ami, avec qui il devenait de plus en plus proche. Au début, il niait tout, là. Il disait vraiment « Je suis pas coupable, on m'accuse de meurtre, j'ai rien à voir avec ça ». Mais bien vite, Robert commençait à avoir de plus en plus confiance en lui, puis il avait comme besoin de se confesser, de se vanter, de partager ce qu'il avait vécu. Le co-détenu, à un moment, là, il a dit à Robert, genre « Hey, c'est quoi, je partage ma cellule avec une fucking célébrité ou quoi? » À cause, évidemment, de tous les médias qui parlaient de l'affaire Robert Pickton. Fait que l'enquêteur, il a essayé de comme flatter Robert dans le sens du poil, genre « T'es une célébrité, c'est quoi qui se passe? » Puis Robert aimait ça. Il essayait d'impressionner son co-détenu. À un moment, le policier undercover, lui, a commencé à parler de comment il avait tué ses propres victimes et qu'ensuite, il se débarrassait des corps en les jetant dans l'eau. Donc, il se disait, si moi, je fais semblant que j'ai tué du monde, peut-être que Robert va vouloir m'égaler avec ses propres expériences ou même me surpasser en me disant des trucs encore plus fous. I thought the best way to fucking dispose of something was fucking taking the ocean. Oh, really? Fuck. You know what the fucking ocean does it is? Donc, il a eu effectivement raison. Robert s'est ensuite permis de renchérir. Moi, j'ai fait mieux que ça. Je les ai amenés au dépotoir. Depuis tantôt, là, je parle d'un dépotoir, mais j'aurais dû être plus précise. Là. Robert Pickton amenait les corps, pas dans un dépotoir, mais c'est une usine de réutilisation des déchets agroalimentaires. Donc, c'est pas exactement la même affaire, là. Bref, je veux juste dire ça. Fait que lui, il disait, ouais, j'amenais mes victimes, moi, au dépotoir. Fait que première confession. Robert a continué en disant qu'à la fin, il était devenu vraiment moins professionnel. Il était devenu, il a dit le terme sloppy. Donc, au Québec, on dirait botcheux. Là. Il était moins professionnel, il était moins efficace, si on veut. Et c'est vraiment la raison pour laquelle il s'est fait attraper. Big five, That's fuck. Fucking 5-0. Fucking have fun. Yeah. Mais il dit que son souhait le plus cher, c'était de se rendre à 50 victimes. Fait que là, il vient d'avouer qu'il était à 49. Puis là, il disait ça en riant, genre « Ah, the big 5-0, genre la moitié de 100, j'aurais vraiment aimé ça, me rendre à là. » Et il était fier d'en parler, puis là, le policier qui recevait toutes ces informations-là, savait comme pas quoi dire. Il était clairement sous le choc de la confession qu'il venait de recevoir. Puis Robert continuait à se vanter. Il disait que c'était un tueur encore plus big, plus important que ceux aux États-Unis, mais qui était vraiment, vraiment fâché de ne pas s'être rendu à 50 femmes assassinées. Il continuait à dire que les policiers, ils voulaient creuser sa propriété, mais que genre ça allait prendre des années, qu'il allait jamais pouvoir réussir. Puis il disait ça vraiment en riant. Il disait aussi qu'il allait creuser longtemps, mais qu'il allait jamais les aider. S'il creusait, il allait finir par trouver des ossements, des ongles, des dents. Et il disait tout ça sans savoir là, qu'il n'y avait aucune idée qu'il parlait à un policier undercover. Et après un silence, il a dit genre 49.
presque 50. Il m'en restait juste une à tuer. Les policiers qui monitoraient la conversation étaient aussi complètement sous le choc. Là, 49 victimes. 49, c'était beaucoup plus qu'ils s'imaginaient, mais aussi ça prendrait beaucoup plus de temps à le prouver. Plus de temps, plus d'argent, plus de moyens. Après ça, les policiers ont demandé aux policiers undercover de sortir de la pièce comme il disait qu'il avait affaire à son avocat, peu importe. Fait qu'il est sorti de la pièce, puis Robert Pickton a juste commencé à se masturber. Genre, c'est un détail pas tant important, mais ça m'a dégoûté. D'après moi, ça l'a comme excité de parler de tout ça, puis c'est juste crossé. Bref, passons à la prochaine partie. Partie 9, la ferme 2. Je veux continuer à vous parler des recherches sur la ferme parce que je trouve que c'est la partie la plus intéressante de cette histoire-là. Là, je dis intéressante, c'est triste, mais la plus bouleversante, si on veut. Bien vite, les policiers se sont rendus compte qu'ils allaient devoir prendre des échantillons, des swabs, là, de chaque surface, de chaque item dans le trailer, dans la roulotte et dans l'abattoir. Donc, chaque centimètre du plancher, des murs, des fenêtres, des plafonds, des meubles, des outils, des machines, des voitures, c'est pas rien, là. Donc, pensez à votre maison, tous les meubles, tous les objets, et pensez à un Q-tip. Là, il faut que tu prennes des échantillons de partout, de chaque item, de chaque objet. Ça prend... Je sais même pas si c'est possible, c'est une éternité. Mais aussi, c'est pas n'importe qui là, qui peut faire ça. Ça prenait des techniciens en forensique très, très expérimentés, des scientifiques. Mais ces recherches, heureusement, portaient fruit parce que souvent, effectivement, les techniciens ont trouvé des taches de sang sur plusieurs items. Et ensuite, ben là, on déterminait si le sang était du sang animal ou du sang humain parce que c'est un boucher, ça se peut qu'il y ait du sang animal sur sa propriété. Fait que là, on déterminait sang animal, sang humain, puis si c'était du sang humain, on l'envoyait au laboratoire de la GRC pour faire un test ADN sur la tache de sang retrouvée. Il y a l'ADN de Serena Abotsway qui a été trouvé sur des sous-vêtements qui étaient dans la chambre de Robert, aussi un sac qui lui appartenait, 3 livres et sa pompe à asthme qui était remplie de son sang. Ils ont aussi trouvé le sang de Andrea Josbury dans un sac de poubelle dans l'abattoir, ainsi qu'une montre appartenant à Jennifer Firminger. Donc, plus ils trouvaient d'objets, plus ils pouvaient les relier à des victimes. À la fin du mois, il y avait tellement trouvé de sang et de preuves ADN appartenant à 3 autres victimes, Jacqueline McDonald, Heather Bottomley et Diane Rock, qu'il y a 3 autres charges de meurtre qui ont été ajoutées aux charges déjà existantes à Robert Pickton. Écoutez ça, moi ça c'est ce qui m'a le plus troublé, je pense. Le matin du 4 avril, il y a un des policiers qui est entré dans le garage de Robert et ça sentait tellement mauvais. Il se dit « Qu'est-ce qui sent aussi mauvais? Qu'est-ce qui se passe? » Et dans le garage, il y avait plusieurs congélateurs qui contenaient de la viande animale, fait qu'il s'est dit « Ah, peut-être qu'il y a de la viande avariée dans les congélateurs, c'est ça qui sent. » À l'intérieur, il y avait plusieurs paquets emballés, donc avec beaucoup de givre par-dessus, on voyait pas trop. Puis il y avait aussi 2 grosses chaudières. Donc, l'enquêteur a pris sa lampe de poche, il a regardé dans les chaudières, puis c'est là qu'il a retrouvé une grosse pièce congelée. Et en regardant de plus proche, il a découvert que cette pièce congelée était en fait une tête humaine. On pouvait voir carrément là, la moitié d'une tête, là, donc une tête coupée en 2, les cheveux mêlés de la personne, un sourcil, une joue, une oreille. C'est terrible parce que c'est une personne, c'est un humain, c'est une femme qui a une famille, une victime. C'est terrible, c'est terrible. Après ça, ils se sont mis à chercher chacun des congélateurs pour les vider, un par un. Et c'est là qu'ils ont retrouvé une autre moitié de tête. En fait, les têtes étaient coupées carrément à la verticale. Et à l'intérieur de son crâne, il y avait comme 2 mains humaines qui étaient cachées à l'intérieur, puis en dessous de la tête, il y avait aussi 2 pieds. Toutes ces parties du corps étaient dans un état de décomposition très avancé, mais tout de même reconnaissable. Ils ont pu collecter les empreintes digitales des 2 mains, puis ils ont pu conclure qu'elles appartenaient à Andrea Josbury, de 23 ans, qui avait disparu 10 ans plus tôt. Dans une autre chaudière, ils ont trouvé d'autres parties du corps décomposées. Donc un pied droit, un pied gauche, 2 autres moitiés de tête humaine. Et tout ça appartenait à Serena Abotsway, de 25 ans. Et les 2 victimes, les 2 têtes retrouvées, avaient été tuées par balle.
dans la tête. Une autre partie importante, c'était de creuser dans la terre, sur la ferme. Mais sur toute la ferme. Il fallait inspecter toute la terre sur la ferme. Encore là, pensez chez vous. Tu sais, moi, j'ai un bon terrain chez nous, là. S'il fallait que je creuse tout mon terrain, ça prendrait des mois. Mais c'est pas juste creuser, c'est de pogner une poignée de terre, là, puis regarder dans la poignée de terre, comme sable, grain de terre par grain de terre, je sais pas si ça se dit, puis s'assurer qu'il n'y a pas des ossements, des dents, des ongles. Tu sais, un ongle, c'est minuscule. Imagine, là. Je veux juste que vous voyez l'ampleur des recherches, là. Donc, comment ils ont fait ça? Ils ont pris une grosse grue pour creuser la terre, et à partir de là, à l'aide d'un râteau et de leurs mains, ils observaient longuement s'il n'y avait pas des débris dans la terre. Il y a un bout de mâchoire avec des dents qui a été retrouvé dans la terre, mais là, en même temps, ils ne savaient pas si c'était des ossements d'humains ou d'animaux, parce qu'il y a tellement d'animaux sur la ferme, ça se peut qu'ils se soient débarrassés des ossements sur la terre, sur le terrain. Mais là, en observant plus près le bout de mâchoire avec des dents, ils ont remarqué que l'une des dents avait un plombage. Et c'est vraiment un indice important parce que l'odontologie, là, ça permet très bien d'identifier des victimes, là, surtout un plombage. À la limite, tu peux trouver à quel endroit il a été fait. Lorsque analysés, les dents ont révélé qu'elles appartenaient à Brenda Wolfe, disparue 3 ans plus tôt. D'ailleurs, il y avait plusieurs autres preuves ADN qui avaient été retrouvées appartenant à Brenda Wolfe sur la propriété, ainsi que plusieurs items lui appartenant. Aussi, il y a un petit fragment d'os minuscule qui a été retrouvé dans la terre. Il appartenait à Wendy Crawford, qui avait aussi disparu 3 ans plus tôt. Mais c'était tellement difficile d'analyser, d'étudier toute la terre sur les 15 hectares de terrain, là. C'était littéralement chercher une aiguille dans une botte de foin. Puis il fallait pas chercher juste dans la terre, là. Il fallait chercher aussi dans le fumier, dans les excréments. Puis il était pas assez de personnes pour chercher tout ça, fait que ça leur prenait plus de personnes pour travailler, plus d'employés. C'est là qu'ils ont fait affaire à des étudiants en anthropologie et archéologie à l'université locale. Tu sais, ça prenait des pros parce que fallait, en regardant, savoir assez vite s'il s'agissait d'ossements humains ou animaux. Ça leur prenait des gens qui savaient faire la différence assez rapidement. Aussi, il fallait que ces personnes-là soient bien habillées, équipées, parce qu'il y avait quand même des dangers de contamination de salmonelle et autres infections bactériennes, comme par exemple la tuberculose bovine. Et les familles des victimes continuaient à poser des questions, à espérer. Ils se demandaient s'ils allaient au moins pouvoir retrouver les corps des victimes, de leurs proches disparus. Tu sais, on va-tu pouvoir avoir un corps au moins pour faire notre deuil? Puis se sont fait répondre que non. Que il y avait seulement des fragments qui allaient être retrouvés. Imagine entendre ça. Imagine, là. OK, fait que je vais recevoir juste un bout d'os, finalement, tu sais, il n'y a plus de corps, là. C'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Un autre truc qui a été très difficile, ça a été aussi de demander aux membres des familles de regarder les milliers de photos qui ont été prises sur la propriété des Pickton. Là, on parlait de environ 3000 photos. Puis il fallait qu'ils regardent une par une en disant, ben, cet item-là, est-ce qu'il appartenait à ma proche disparue, tu sais, est-ce que cette montre-là, ça appartenait à ma sœur? Est-ce que ce sac à main-là aurait pu appartenir à ma fille? Wow! Dans l'abattoir aussi, l'odeur était horrible. Bon, tu sais, évidemment, il s'agit d'un abattoir, là, fait que c'est sûr. Mais les enquêteurs ont vite trouvé 2 gros sacs de plastique cachés derrière des planches de bois. Et là, quand ils ont regardé à l'intérieur, il y avait plein de restes humains, empilés les uns par-dessus les autres. Ils ont aussi trouvé une autre tête humaine coupée en 2 à la verticale. Ils ont pu déterminer qu'elle appartenait à Mona Wilson, ce qui n'était pas vraiment une surprise parce qu'ils avaient déjà trouvé beaucoup d'ADN sur la propriété appartenant aussi à Mona Wilson. Toujours dans l'abattoir, ils ont retrouvé beaucoup d'ossements, là, environ une 50aine de petits os placés dans une pile d'ossements. C'est fou! C'est pire qu'un film d'horreur. Ils ont pu déterminer que les ossements appartenaient à une certaine Georgina Papin, de 37 ans, qui avait disparu 1 an plus tôt.
Il y a de nouveaux profils ADN qui ont été vite trouvés sur la ferme. Donc, l'un d'eux appartenait à Helen Hallmark, disparue en 1997. Mais malheureusement, il y en avait pas assez pour charger Robert Pickton pour meurtre. C'était la même chose pour Patricia Johnson, qui avait disparu en 2001. Il y avait comme pas assez d'ADN pour charger Robert pour meurtre. Puis c'est pas faute de vouloir, là. C'est sûr, les enquêteurs voulaient. Mais selon les lois, selon le procès qui s'en venait, ils savaient que ça allait pas être suffisant. Maintenant rendu le 15 juillet 2002 quand même, là, on continuait toujours à inspecter chacun des congélateurs. On n'avait même pas fini de fouiller les congélateurs. C'est là qu'ils ont retrouvé 3 gros sacs en plastique remplis de viande hachée. 4 mois plus tard, on a analysé la viande hachée, puis on a réalisé que c'était pas de la viande animale, mais bien de la viande humaine. L'ADN recueilli dans cette viande appartenait à 2 femmes, donc Inga Hall, de 47 ans, disparue en 1998, et Cindy Felix, 43 ans, disparue en 2001. C'est incroyable. Et en faisant cette trouvaille-là, la police a réalisé qu'il fallait qu'ils parlent très vite au département de santé de la province pour qu'il y ait un avertissement public qui soit émis. Donc, c'est très possible que Robert Pickton ait vendu de la viande humaine aux bouchers, aux boucheries du coin. Cross-contamination could mean that human remains did get into or contaminate some of the pork meat that was produced. Et l'avertissement a seulement été émis en mars 2004, là, ce qui était vraiment trop tard, 2 ans plus tard. Parce que là, probablement qu'il y a plusieurs personnes qui avaient déjà consommé cette viande-là. Puis il y avait quand même, en consommant cette viande-là, il y avait un risque d'attraper l'hépatite ou le VIH. Un risque assez bas parce que normalement, la viande est cuite. Fait que je pense que ça enlève les infections, mais il y avait tout de même un risque. À la fin du mois de juillet, il y a l'ADN d'une certaine Sarah DeVries qui a été trouvée sur des items dans la ferme, puis aussi dans un préservatif usé. Sarah, elle avait 28 ans qu'elle a disparu en avril 1998. Puis pour une raison inconnue, la disparition de Sarah a été vraiment médiatisée, beaucoup plus que... en fait, elle a été médiatisée, point, comparée aux disparitions des autres femmes. Faut dire que c'était vraiment une belle femme, mais toutes les autres femmes qui étaient pas laides non plus, mais c'était une belle jeune femme qui tenait des journaux intimes, puis elle écrivait des poèmes dans ses journaux intimes. Fait que peut-être que ça la différenciait des autres femmes travailleuses du sexe, ou ça la rendait plus attachante, vu qu'on pouvait lire ses écrits. Fait que je pense que cette victime-là a touché davantage le public. Je veux pas encore parler de ça, parce que j'en parle toujours, mais encore là, on peut voir le Missing White Woman Syndrome, parce que toutes les autres victimes, on n'en a pas parlé, mais Sarah, même si elle était pas blanche, elle venait d'une famille assez aisée. Son père, c'est un professeur à l'université. Sa mère, c'est une infirmière-chef à l'hôpital de Vancouver. Et même sa tante était une écrivaine connue, là, Jean Little. Donc, je pense que ça fait que les gens ils ont dit « Hey, mais là, c'est pas juste une prostituée, ça venait d'une bonne famille. » Tu sais, le public voit ça de même. Fait que sa disparition a vraiment été plus médiatisée. Il y a d'autres fragments d'os qui ont été trouvés dans la terre qui appartenaient à une certaine Marnie Frey. Et ils ont aussi trouvé, ça c'est assez intéressant, un talon qui appartenait à une Jane Doe qui avait été trouvée en 1995. Donc à l'époque, en 1995, on avait trouvé une Jane Doe avec le crâne coupé en 2, encore une fois, à la verticale. On avait juste son ADN, mais on n'avait pas réussi à l'identifier. Mais là, en trouvant son talon sur la ferme de Robert Pickton, tout de suite, on a pu savoir que c'est la même Jane Doe, mais on n'a quand même pas été capable de l'identifier. Mais on savait que Robert Pickton était responsable. Vraiment, les fouilles ont été très fructueuses, mais il fallait tout de même qu'elles soient suffisantes pour pouvoir charger Robert Pickton pour tous ces meurtres. Donc, le procès pour Robert Pickton allait s'avérer très, très important et très mouvementé. Partie 10, le procès. Donc, le procès allait commencer le 22 janvier 2007, quand même longtemps après son arrestation, et Robert Pickton est accusé de 15 charges de meurtre, ce qui en soi, c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça non plus quand il a avoué avoir tué 49 femmes. Là. Pourquoi
On peut juste l'accuser de 15 meurtres. On le chargeait pour les meurtres de, écoutez, Serena Abbotsway, Mona Wilson, Jacqueline McDonald, Diane Rock, Heather Bottomley, Andrea Josbury, Brenda Ann Wolfe, Jennifer Lynn Firminger, Helen May Hallmark, Patricia Rose Johnson, Georgina Faith Papin, Heather Chinnock, Tanya Hollick, Sherry Irving et Inga Hall. Et il y avait, à ce stade-ci, possiblement 7 autres charges qui s'en venaient. L'enquête de Robert Pickton a été vraiment la plus grosse au Canada. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, on parle de 500 enquêteurs sur le dossier. Juste aussi la grosseur de la ferme, sinon la façon terrible et sadique que les victimes ont été tuées. C'était énorme, très médiatisé, très, très important. En 2003, on a aussi découvert que ce fut l'affaire la plus dispendieuse au pays. Donc, on parlait d'une enquête qui avait coûté entre 40 et 50 millions de dollars. Puis c'était pas fini, là. Comme on continuait à enquêter, on ajoutait encore 26 millions de dollars, plus les coûts du procès, un autre 4 millions de plus. Ça a été vraiment une grosse affaire, là. La couronne avait 98 témoins et la défense 31 témoins qui voulait aider à prouver que Robert Pickton était innocent. Et là, j'étais comme, ben voyons, c'est quoi la stratégie de la défense? Mais ça il y a tellement de preuves contre lui, comment ils vont faire pour l'innocenter? Ben leur stratégie, c'était d'essayer de prouver que finalement, c'était pas nécessairement Robert Pickton qui avait fait les meurtres, que quelqu'un d'autre aurait pu les faire, puis que Robert Pickton aurait finalement été framé, donc on l'aurait piégé, si on veut. Je veux pas trop m'étendre sur le procès, parce que c'est toujours ça dans les vidéos longues. Je fais une vidéo super longue, puis là, rendu au procès, j'essaie d'aller vite, parce que la vidéo est déjà assez longue. Mais je vais quand même vous faire un court résumé. Donc, ils ont commencé le procès avec seulement 6 charges de meurtre. Ce qui était quand même difficile parce qu'on savait, tout le monde savait qu'il y avait d'autres victimes. Mais là, durant le procès, il fallait juste se concentrer sur 6 des victimes. Le 9 décembre 2007, les membres du jury sont enfin revenus avec un verdict. Donc, on parle de 1 an plus tard environ, là. Et quand ils sont arrivés, aucun des membres du jury osait regarder les familles en face. Fait que ça regardait pas bien. Et là, ils ont annoncé leur verdict. Robert Pickton a été reconnu non coupable pour les charges de 6 meurtres prémédités. Quand ça a été annoncé, il y a une femme dans la cour qui s'est évanouie. Il y a d'autres membres des familles qui ont crié, qui ont pleuré. Mais les membres du jury n'avaient pas terminé. En fait, ils l'ont reconnu coupable pour meurtre au second degré. Donc, pas au premier degré, mais au second degré. Donc, meurtre non prémédité, si on veut. Ce qui, encore une fois, était une assez grosse surprise. Finalement, c'est pas tant que ça. T'sais, la différence, là, il est reconnu coupable pour les meurtres, mais dans un procès comme celui-là, la différence entre premier ou deuxième degré, ça va juste déterminer la date d'éligibilité à la demande de libération conditionnelle. Donc, Robert Pickton a été condamné à la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle dans 25 ans. Puis le juge a terminé le procès en disant « Il n'y a rien que je puisse dire qui va exprimer correctement la répulsion que la communauté ressent face à ces meurtres. » Et pendant tout le procès, Robert Pickton n'a montré aucune émotion. En 2009, on a demandé que Robert Pickton soit chargé pour 6 autres meurtres, donc Sharon Abram, Stephanie Lane, Yvonne Bowen, Jackie Murdoch, Dawn Gray et Nancy Clark. On l'a proposé, mais la police savait qu'il n'y aurait probablement pas d'autres procès. Là, ça servait à rien, finalement. Et effectivement, il n'y a jamais eu d'autres procès, ni pour les nouvelles charges, ni pour les autres meurtres. Fait qu'il a juste été reconnu coupable pour 6 meurtres, alors qu'il a fait 43 autres victimes. C'est tellement frustrant, mais malheureusement, les preuves n'étaient pas suffisantes, t'sais. Mais il a quand même été condamné à la prison à vie. Fait que, tu sais, il va passer le reste de ses jours en prison. C'est juste, pour les familles, ça doit être quand même frustrant de savoir qu'il n'a pas été chargé pour le meurtre de ta fille, de ta sœur, de ta mère. T'sais. En 2013, les enfants des victimes ont poursuivi la GRC, le département de police de Vancouver et la couronne à cause qu'ils n'auraient pas su protéger les victimes, ce qui est pas faux. Et l'année suivante, ils en sont tous venus à un consensus. Donc, chaque enfant a été remis la somme de 50 000 $, ce qui est rien. C'est rien, 50 000 $ quand tu y penses. Là. C'est rien. Donc, l'affaire va avoir été frustrante du début à la fin. Bref, il y a eu une enquête publique sur le travail des policiers dans cette affaire-là.
comment ils n'ont pas porté attention aux victimes, comment les victimes ont été discriminées à cause de la couleur de leur peau, leur statut social, leur emploi, leur passé criminel. Bref, suite à ça, la police de Vancouver a émis des excuses publiques auprès du public et des familles des victimes. One of the country's most notorious prisoners is dead. Robert Pickton has died from injuries sustained earlier in the month in a Quebec prison assault. Le 19 mai 2024, donc ça vient juste d'arriver, puis ça m'a aussi poussé à faire cette vidéo. Robert Pickton a été attaqué par un co-détenu à la prison de Port-Cartier avec un manche à balai. Fait que ça, Port-Cartier, c'est au Québec, là, juste faut le dire. C'est pour ça que... Ben, c'est intéressant. Il y a plein de monde qui m'ont contacté quand c'est arrivé. « Hey, moi, j'ai été infirmière, j'ai travaillé sur ça. Hey, moi, je suis gardien de prison, je connais ça. » Fait que plein de monde m'ont écrit pour me parler. Je sais pas pourquoi, je suis comme reliée à Robert Pickton. Ça m'a vraiment poussé à faire cette vidéo. Puis il est mort suite à ses blessures le 31 mai 2024. Donc pour cette vidéo, on a beaucoup parlé de Robert Pickton et moins des victimes. Et c'est souvent le cas quand je fais des vidéos de tueurs en série. Il y a tellement de victimes que je peux pas trop m'éterniser sur chacune d'elles. Là, on parle de 49 victimes. J'aurais aimé là, vous donner un portrait de chaque victime. Je pouvais pas, il faut que je fasse des choix dans des vidéos comme ça. Mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, là, ce livre, ok, je vous le recommande, c'est On the Farm de Stevie Cameron, qui est un journaliste. C'est une brique. Là. En plus, c'était à deux. Je me rappelle, j'avais lu ça avant d'avoir ma chaîne YouTube. Puis, à la fin, j'étais comme, ok, j'étais un peu écœurée de lire ça, mais je me forçais. J'étais un peu écœurée, c'est pas fin, là, tu sais, je veux dire, il y a quand même des victimes, mais c'est une méchante brique, là, faut que tu t'investisses. C'est pour ça que ça a pris du temps aussi avant de faire ma vidéo, parce que sur Robert Pickton, parce que j'étais comme, ok, j'ai une grosse brique à lire, là, ça va vraiment m'aider, faut que je la lise, t'sais. C'est aussi long parce que, justement, les 49 victimes sont citées, on parle de leur famille, de leur hobby, puis je trouve ça très respectable de la part du journaliste. Fait que si vous voulez en savoir plus, là, si c'est un cas qui vous intéresse, vraiment, ce livre est essentiel. Là. C'est une lecture essentielle si l'affaire Robert Pickton vous intéresse. Je vais regarder, je suis pas mal sûre que ça doit être traduit en français. Je sais pas, je vais regarder. Sinon, je vais mettre les liens dans la bande info. Vous pouvez l'acheter dans des petites librairies usagées, je suis pas mal sûre. Sinon, sur Amazon, toujours. Là. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette longue vidéo sur Robert Pickton. Moi, je trouve que j'en ai appris sur lui. Puis je suis contente qu'il soit mort. Tu sais... Ouais, c'est un dégueulasse. Ouais. Voilà, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert et ben, over and out, bye! Worried about some stranger picking you up? Like, what if there is somebody going around murdering all these girls? Aren't you worried about the next trick that might be him? Yeah, but I always go by my sixth sense. Yeah. If I don't like the way the guy is, I won't go with him.